accepté notre invitation. Monsieur Siladem, comme je le disais en introduction, je suis tombé sur cette... Pardon, vous êtes un écrivain et vous avez déjà à votre actif au moins 3 ouvrages. Oui. En dehors des ouvrages, voilà, en dehors des ouvrages que j'avais cités, en avez-vous d'autres publiés, d'autres ou bien pour l'instant vous êtes... Non, je n'en ai pas encore publié d'autres, mais il y a des ouvrages en chantier, dont un recueil de poèmes. Voilà. Alors, effectivement, quand Chalel vous le dit, quand je faisais des recherches sur vous, je suis tombé sur des tests qui m'ont convaincu que vous avez des talents de poète. Donc, je ne suis pas surpris que vous soyez en train de, voilà, que vous ayez en chantier, voilà, un recueil de poèmes. Alors, comment vous est venu l'amour de l'écriture, Monsieur Siladem? Très tôt, j'ai eu la chance de faire le collège Notre-Dame des Apôtres. Mais bien avant, au cours primaire, ma maman était enseignante, donc naturellement, je me suis éveillé à la vie dans des livres. Et donc j'avais déjà cette fibre-là. Et puis quand je suis rentré au collège chez les sœurs de Notre-Dame, on avait une belle bibliothèque. On a toujours, je pense, hein, Notre-Dame avait une bibliothèque, en tout cas à notre époque, avec la collection bibliothèque verte, la bibliothèque rose, etc. Et donc très vite, nous avons été imbibés dans l'amour de la littérature, des lettres. Et puis nous avions beaucoup d'activités culturelles, dont le théâtre. Et donc moi, je m'étais intéressé beaucoup au théâtre. Et je gardais cet amour-là pour le théâtre, parce que le théâtre, c'est un peu comme la vie. Hein. En résumé, le théâtre, c'est un cheminement critique avec des débats et avec des intrigues, bon, dont l'auteur on ne le connaît pas aujourd'hui, mais la pièce se joue pour tout le monde, ouais, avec des ironies dramatiques plus ou moins vraies, des didascalies compliquées, etc. Et je compare aussi la politique, le théâtre et la politique, où il faut souvent savoir jouer sa partition et quitter la scène quand le théâtre, la scène est finie. Avez-vous l'intention, parallèlement à la politique, de mener aussi une carrière d'écrivain? C'est plus que... c'est une hygiène de vie pour moi d'écrire. C'est une nécessité vitale d'écrire. J'aime écrire sur beaucoup de choses. J'aime la littérature pure, hein, écrire un poème, des nouvelles, des récits, mais aussi faire des études professionnelles. Vous avez parlé du livre sur la banque. Oui. C'est des choses comme ça qui m'intéressent. J'écris beaucoup dans le cadre de mon travail de consultant. Il faut écrire des notes, il faut écrire des politiques, il faut rédiger des rapports, des plans stratégiques, tout ça, j'en fais tous les jours. Oui, c'est vital pour moi. Voilà. Alors, un mot rapidement sur la pièce de théâtre Loisirs sur Vautour. En quelques mots, pourriez-vous partager avec nous le message que véhicule cette pièce de théâtre et pourquoi avoir choisi ce... Ah oui, vous m'avez dit que vous aimez le théâtre. Voilà, donc, et puis rapidement, quelques mots sur cet ouvrage. Alors, il s'agit d'une histoire entre deux sœurs qui héritent du royaume de leur mère, donc qui étaient des rois et des reines, le roi et la reine, qui sont morts de malaria. Et donc, vous savez que ça peut se trouver sur les tropiques, où les baobabs essayent de résister au vent et aux appels des vautours. Et donc, les sages ont pris une décision assez laconique qu'on ne comprend pas. C'est qu'ils disent, en attendant que la petite sœur grandisse aussi, il faut confier tout le pouvoir à la grande sœur. Lorsque l'autre arrivera à la maturité, ils vont se partager le pouvoir. Et la grande sœur n'a pas voulu, évidemment, qu'elle a essayé d'exiler sa sœur, puis ensuite de vouloir l'assassiner, mais celle-ci est revenue avec des ailes, c'est-à-dire elle a poussé des ailes comme une ange, un ange, voilà. Et elle dit ceci de très important, que nous avons tous des ailes, mais c'est en chutant du paradis que nous les avons perdues. Mais chacun doit travailler à retrouver ses ailes. Oui, tout à l'heure vous faisiez le parallèle entre la politique et le théâtre. Oui. Alors, quel est le message politique qui est caché derrière cette pièce de théâtre? C'est le rapport au pouvoir et la loi symbolique. Le conflit entre la loi symbolique et la loi narrative, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir ont tendance à vouloir le conserver et ne pas faire l'effort de se dépasser et de travailler à l'intérêt général. Et donc c'est une description de la couche difficile de la démocratie plurielle dans nos pays. Oui. Appelé donc Togo, démocratie impossible, point d'interrogation, en 2014 chez l'Harmattan. Alors, je suis persuadé que nos compatriotes qui nous suivent en ce moment m'en voudront si nous n'en disions rien. Alors, dites-moi,
vous est venu tout essai politique? C'est en 2010. Quand je suis arrivé, j'ai dirigé la campagne du Premier ministre Kodjo, à l'époque candidat au but. Et quand j'ai vu toutes les difficultés, les circonstances dans lesquelles les choses sont passées, quand j'ai écouté les jeunes, les moins jeunes, les journalistes, les acteurs politiques, j'ai vu qu'il y avait un problème dans notre société, c'est que les gens ont la mémoire de ce que nous avons, de ce qui s'est passé dans le pays. Oui. Nous avons perdu la mémoire des difficultés que nous avons eues, et cela faisait que les gens étaient dans une forme de mensonge à eux-mêmes ou de non-vérité assumée ou non. La posture des hommes politiques à un moment donné me faisait penser que on était un peu dans une forme de naïveté. Il fallait préciser un peu les choses. Donc je me suis dit, il faut écrire quelque chose, il faut faire une analyse de ce qui n'a pas marché et de quelles nouvelles méthodes il faut proposer pour en sortir. Donc j'ai parlé de tout le parcours que nous avons fait même au RPT, à travers l'Assemblée nationale. Et donc, de la situation du Togo, du point de vue de quelqu'un qui était au cœur du pouvoir et qui avait en face l'opposition. Ce n'est pas de l'opposition qui est au pouvoir. Oui. Et donc, pour montrer aussi quelles sont nos différentes parts de responsabilité. J'ai parlé de ma part de responsabilité dans ce livre, et je pense qu'il fallait trouver une solution nouvelle pour construire la démocratie. En fait, pour résumer rapidement, nous improvisons trop en politique. Enfin, c'est mon point de vue, et c'est ce que je dis dans le livre. Je parle de la politique de l'horoscope du jour. C'est-à-dire, on se lève, on regarde dans l'air, on dit, ah tiens, si on faisait ça. Et puis demain, on va penser à autre chose, et on va passer à autre chose sans un lien caténal. Oui. Et même sans une analyse épistémologique. C'est-à-dire que nous n'analysons même pas la lutte elle-même. Comment nous la menons, la méthode, est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle n'est pas efficace, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour rechanger les instruments, les leviers. On ne fait pas ça. On n'est que dans la réaction au quotidien. Voilà. Donc voilà. Okay. Bien. Ceux qui veulent en savoir davantage n'ont qu'à se procurer le bouquin. Oui. Alors, Monsieur Siladin, dans Togo, démocratie impossible, vous en appelez à une décentralisation administrative capable d'allier complémentarité et dépendance des territoires togolais. C'est ce que j'ai découvert. Vous savez qu'un processus de décentralisation est lancé depuis quelques années au Togo. Il y a eu des élections, notamment les régionales. Alors, quel est votre regard sur ce processus de décentralisation? C'est une bonne chose. C'est ce que je disais depuis 2014. Lorsque le pouvoir est centralisé, ça crée aussi une forme de violence, de lutte politique, dans la vie politique. Parce que tout se concentre sur le pouvoir central. On dit président de la République, ministre, Assemblée nationale. Donc les places ne sont pas nombreuses. Donc les gens se focalisent sur le peu de places de responsabilité qu'il y a. Et à partir de ce moment, risque de conflit et de violence, de rapport de force sur un petit sujet. Lorsqu'on décentralise, il y a plusieurs postes qui existent, niveau de responsabilité, on va dire, qui existent. Donc on peut tout à fait agir dans la vie de nos concitoyens sans difficulté. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que la décentralisation, c'est une forme de prendre en compte de manière de la politique à la proximité, c'est-à-dire être proche des populations. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. C'est-à-dire que dans l'administration, c'est le niveau le plus capable, le plus pertinent qui porte l'action. Et ça, c'est très important pour réussir. Et il faut que ce ne soit pas qu'une décentralisation administrative, mais qu'il y ait une vraie décentralisation politique et de pratiques démocratiques, pour que les citoyens puissent avoir voix au chapitre et proposer des choses, exprimer leur opinion par rapport à la manière dont on est au niveau décentralisé. La deuxième chose qui est très importante, c'est que la décentralisation peut créer de la complémentarité, dans le sens que nos territoires sont divers, même si nous sommes un seul pays. Par exemple, au nord du Togo, on est des du Sahel. Donc, l'économie, la structuration de l'économie ne peut pas être la même chose qu'à Palimé, par exemple, ou une zone plutôt forestière et montagneuse. Et donc, cette décentralisation permet à chaque région de s'appuyer sur ses atouts territoriaux et d'en tirer le meilleur. Mais comme il ne peut pas avoir chaque région ne peut pas avoir tout, chaque région dépend économiquement de l'autre. Ça crée mieux la cohésion aussi. Vous voyez? Et enfin, la décentralisation permet de limiter la corruption. S'il faut pour faire une pièce d'identité ou une pièce administrative, on est obligé d'arriver
jusqu'à la capitale pour le faire. Comme on n'a pas le temps, on est prêt à payer des surdites pour pouvoir aller vite, etc., etc. Ça peut créer des goulets même entretenus. Or, avec la décentralisation, si c'est une décentralisation à la fois administrative et politique et bien aboutie, eh bien, les populations sont au plus proche de centres de décision et donc les clientélisme. Alors, quand on prend le cas de municipalités, regardez comment nos municipalités fonctionnent aujourd'hui, est-ce que c'est bien cela ou bien est-ce qu'on doit encore faire plus? Oui, c'est le début. Vous savez, on a connu des maires avant. Hein. On a eu Kwakufou, Sivomé, etc. à Kapovi. Mais les la nouvelle forme aujourd'hui, c'est encore récent. L'apprentissage de l'exercice de la communauté, notamment du point de vue de l'état civil, un certain nombre de choses, les services rendus. En règle générale, les administrations publiques et même privées ne savent pas être orientées clients et considérer que le service qu'ils rendent, ce n'est pas une faveur, mais c'est un devoir vis-à-vis des citoyens. Or, si c'est un devoir, il faut le délivrer avec une qualité, un niveau de qualité de service, le collaborateur, le concitoyen, non seulement ait réponse à ses besoins, mais soit satisfait dans lesquels les réponses lui sont données. C'est une exigence très importante, mais tout ça, c'est un apprentissage progressif dans lequel on doit s'inscrire. Toujours dans cet essai, vous faisiez le constat, je cite, du sentiment national, d'une culture politique embryonnaire, des empiètements, et de l'incapacité des composants de l'opposition à s'entendre et d'une certaine emprise du religieux sur le politique. Le sentiment que les choses ont changé ou c'est le même constat toujours d'actualité aujourd'hui? On a fait un peu de chemin quand même. On a fait un peu de chemin parce que vous les journalistes, vous faites un travail remarquable. Et c'est ça qui est aussi à souligner. Malgré les difficultés, vous intéressez. Vous avez une position parfois très... Et c'est utile pour nous et pour le peuple. Et donc ça veulent bien comprendre et à se remettre en question. Ça, je pense un travail de journaliste au Togo qu'il faut saluer et que oui, je le salue. Et certains d'entre vous sont allés encore plus loin. Ils ont rejoint, ils ont franchi la frontière de l'activisme. Ça a son utilité aussi. En tout cas, le travail que vous faites permet d'utiliser et d'amener nous les acteurs à nous améliorer et à nous remettre en question. D'après un commentateur, un autre constat qui se de cet essai, c'est que vous ne donnez pas l'impression de chercher le renversement du pouvoir en place, mais que vous êtes plutôt favorable à des évolutions qui, de l'intérieur, favoriseront l'émergence d'une véritable démocratie. Alors, à votre avis, cette évolution de l'intérieur a-t-elle eu lieu? Si ce n'est pas le cas, y croyez-vous toujours? Alors, la démocratie est et en même temps, ce n'est pas un chemin linéaire, univectoriel, comme je dis. Une progression dialectique. Il y a des avancées, puis des avancées, puis des avancées, etc., etc. Ça a été l'histoire de toutes les démocraties que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Les États, la Grande-Bretagne, la France, ils ont connu les mêmes péripéties, mais c'est sur plusieurs années, plusieurs siècles même pour certains. Nous étions tellement avides de liberté, de démocratie, que quand le mur de Berlin est tombé, qu'il y a eu le vent de l'Est, nous croyons que la démocratie devrait advenir dans les mois à venir. Et malheureusement, on n'a pas pu arriver à ça. Mais qui est comme ça. Pourquoi? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas renverser le gouvernement. C'est parce que j'ai dit clairement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'alternance, parce que je dis clairement non plus. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas imaginer la démocratie comme une lutte antagonique, rigide, ou en fond de toile, le toile de là que je m'y mets. C'est ce que j'explique. On envisageait aussi la démocratie comme une transformation voulue de manière coopérative. Et moi, je pense qu'on gagnerait plus vite du temps en allant cette forme de coopération pour transformer, même si c'est très difficile, je le reconnais, je suis naïf, même si c'est compliqué. C'est d'ailleurs ça qui a fait que moi je n'ai pas rejoint le mouvement démocratique en 1990.
enfin le mouvement démocratique, je veux dire, l'opposition naissante en 90. Je me suis dit que c'était légitime qu'il y ait des partis politiques qui se constituent et qu'il y ait des forces de l'opposition. Il faut qu'une opposition soit vivante. C'est ça qui va permettre d'enclencher l'évolution, le progrès démocratique. Mais en même temps, il fallait qu'au sein du RPT, qui est parti État, il y ait des gens acquis démocratiques qui travaillent de l'intérieur pour transformer le RPT, pour le préparer aussi à accepter l'offre démocratique. Ouais, vous savez que c'est ce que tentait de faire Dr Gabriel Mensah Nguema-Kodjo. Bien sûr. Et vous savez, ça a valu. J'étais avec lui. Voilà, c'est ce travail que nous avons fait depuis, et je l'explique. Ouais. Notre cheminement, tout ce que nous avons eu comme problème, vous savez que le RPT a été appelé brièvement RPTD, à un moment donné, Rassemblement du peuple togolais pour la démocratie. Puis on est revenu très vite sur le D qui a disparu. Nous avons fait un travail au départ. Le président Adema voulait que tous ceux qui avaient quitté, parce qu'ils avaient eu peur pour leur vie, tout ça, reviennent. Et donc on a fait le congrès des retrouvailles. Oui. Et ça a été l'occasion à certaines personnes de venir dans, mais avec l'esprit de revanche. Et on n'a pas pu sortir de cette revanche, de cet esprit de revanche qui est revenu au sein de nos rangs. Et ça a perturbé le projet que nous avons, que les gens, vous, c'est d'ailleurs les journalistes qui ont appelé ça la réformation, on nous appelait à l'époque les réformateurs. Alors, M. Siladin, vous êtes président de le parti créé par Gabriel Mensah Nguema-Kodjo, l'ancien Premier ministre, l'ancien président de la ministre, est considéré à une époque même comme le défunt de l'ex-président de la République. Alors, comment entamer cette émission, enfin, poursuivre cette émission, et sans vous demander comment vous avez vécu et peut-être personnellement la disparition de cette personnalité? Douloureusement. On m'a posé la question la dernière fois si j'ai fait le deuil. Ça m'a surpris d'ailleurs, parce que pour moi, c'est encore hier. Douloureusement, parce que ça nous a surpris. Oui. Il n'était pas malade. Et on continuait à discuter avec lui. On échangeait. Et puis c'est quelqu'un qui est très courageux, donc qui était très courageux. Donc, même s'il avait quelques bobos ou problèmes, il ne l'avait pas laissé percevoir. Oui. Donc, nous avons été cueillis à froid par sa mort. Et personnellement, c'est douloureux. Et puis pour le parti, je pense que les militants aussi sont très affectés. Mais très tôt, nous avons tous compris une nécessité, c'est que soit nous nous asseyons et prenons nos têtes dans nos mains et continuons à pleurer, ça ne changera rien, il ne reviendra pas. Oui. Soit nous prenons à bras le corps notre courage, notre deuil, et nous poursuivons le chemin. Mais en le faisant de manière peut-être innovée. Voilà, c'est ce que nous avons... Alors, que retiendrez-vous fondamentalement de lui et pourquoi, à votre avis, sa disparition était une grande perte, non seulement pour l'MTD, mais aussi pour le Togo? Alors d'abord, ses qualités humaines. Personnellement, c'est quelqu'un de très humaniste. C'est un grand humaniste qui aimait le prochain véritablement et sincèrement. C'est quelqu'un qui était vrai, en ce sens qu'il a gardé son âme d'enfant, pardon. Vous voyez par exemple, vous promenez avec quand il était Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, donc vous voyez tout le protocole qu'il y a, vous promenez avec lui, puis à un moment donné, il va improviser quelque chose parce qu'il veut aller au contact de quelqu'un. Ou alors il voit une personne dans la foule et il oublie le protocole, il va l'embrasser. Et puis il prend la main, et ça va vous prendre 5 minutes parce qu'il veut discuter avec cette personne-là. C'est son ami, c'est son ami d'enfance, c'est son camarade de classe, etc. etc. Donc, c'est quelqu'un qui était profondément humain et qui avait gardé son âme d'enfant, et vrai donc. Sur le plan technique, il a fait des études brillantes avec Béomé, et il a fait une carrière qui lui a apporté beaucoup en termes d'expérience. Oui. Et c'était un travailleur. C'est pas tout ce qu'il a eu dans la vie, il a gagné par le mérite. Oui. Personne ne lui a fait de cadeaux. Les parents d'Agbéomé, son père et sa mère étaient des paysans qui vivaient à Tokpli. Hein. Il n'a pas quelqu'un qui était dans la grande administration qu'il a connu. Donc, tout ce qu'il a eu, il l'a gagné par le mérite. Moi, j'étais à côté de lui tout le temps. Et naturellement, je suis aussi peut-être un bourreau du travail, enfin quelqu'un qui
travaille jusqu'à ce que tout le monde me le reproche, ma famille, empathie, tout ça, parce que nous n'avons pas l'idée d'un temps où il faut travailler pour s'amuser ou se reposer, et ça joue, moi ça continue à me jouer des tours. Alors c'est vous qui lui succédez à la tête du MPDD. Est-ce facile de remplacer une personnalité de cette envergure avec un tel background? Non, non, et c'est très sincère ce que je dis. C'est pas facile parce que nous n'avons pas le même parcours déjà. Vous avez dit, il a été plusieurs fois ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, et puis je dis les études son parcours. Et non, on ne peut pas. Et en plus, ça aussi, c'est un élément de notre histoire politique. Les partis ont le visage de leur fondateur. On dira, les gens, le PDD et Agbeome. Voilà, et ça va, ça va rester longtemps. Du coup, moi, quoi que je fasse, je ne suis que le successeur d'Agbeome. Je suis celui d'Agbeome. Je suis le nouveau président du parti d'Agbeome. Et donc, oui, effectivement, mais c'est une bonne chose. Je suis content d'être, c'est un honneur d'avoir succédé au président Kodjo. Hein. Oui, une question de curiosité. J'ai constaté que vous étiez avec lui pendant très jeune déjà et pendant longtemps. Vous avez cheminé ensemble. Alors, dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré? C'était, vous savez, j'étais au lycée, j'étais déjà dans l'association scolaire de la JRPT, on l'appelait les troupes à l'époque. Et un jour, il nous a fait une conférence sur la création d'emplois à travers la zone franche, dans les années 90, en 1990 précisément. Et j'ai contesté ouvertement devant tout le monde. Je ne laisserai que vous... Je me suis beaucoup, Dieu m'a fait grâce, je me suis beaucoup assagi. Hein. Oui. Parfois je dis à mes étudiants en amphi, faites ce que vous voulez. Mais c'est peut-être aussi mon lot. Hein. Donc continue ce que vous avez semé. Et donc je l'ai contesté. Et ça a fait un petit scandale parce qu'à l'époque, nous étions dans le parti unique, tout doit être policé, tout ça. Et puis, il était ministre déjà. On ne conteste pas un ministre comme ça. Et à la pause, donc, on m'a reçu. Donc, c'est comme ça qu'on dit. Ça. Donc, on nous a reçus avec Dakou Péré, paix à son âme. Et c'est Dakou qui me connaissait mieux, puisque j'ai répété avec lui, et c'est lui qui coordonne. Et c'est là où Dakou Péré me présente à lui, etc. Et dès qu'il a entendu Siliadin, il dit Siliadin de Tchekpo, je dis oui. Donc nous avons en commun la même préfecture, monsieur le ministre. Il dit d'accord. Et puis il discute un peu avec moi, il passe à autre chose. Et à la fin du séminaire, il m'a dit venez me voir. Et de ce jour-là. Alors vous êtes engagé très tôt en politique. Vous étiez certainement encore le lycée, quand en compagnie d'autres jeunes, vous souteniez bruyamment le président Gnassingbé Adema dans les années 90. Oui. Alors, votre entrée si précoce en politique? Le hasard et la nécessité. Au fond, quand je suis arrivé au lycée, j'ai fait le lycée de février, donc juste à côté ici, du théâtre. Dans les années 89-90, nos aînés, c'était Kossi Fui, les Kagni Alem Djoro, que nous admirions beaucoup et tout ça. Et puis d'autres encore qui étaient anonymes. Hein, et nous voulions faire une pièce de M. Dagnon, qui était notre professeur de français à l'époque. Mais comment jouer des pièces critiques à l'époque sans éveiller des soupçons? Donc, nous avions voulu créer un subterfuge. Et nous lui avons dit de nous mettre dans le bureau des 3S pour que les gens soient rassurés sur nos intentions. Et donc, il nous a dit, non, attendez, à la fin du semestre, je vais réorganiser le conseil. Et cette année, je veux que le major général soit celui qui est vraiment major, qui a la meilleure moyenne du premier trimestre de tout le lycée. Et après, c'est lui qui constituera le... Bon, on était au mois d'octobre, donc on attendait. Et à la fin du premier trimestre, c'était moi le major en fait du lycée. Et c'est comme ça que je suis devenu le major général et donc de facto membre de 3S. Et donc que vous avez... Alors oui, vous avez donc, quand vous étiez le directeur de cabinet du Premier ministre, vous étiez certainement... Il se dit que le Premier ministre exécrait la médiocrité et n'aimait de son vivant s'entourer que d'hommes qui étaient... Il avait une grande confiance. Alors vous, qu'est-ce qui explique voilà, le choix qu'il a porté sur vous, à votre avis? Je crois que nous n'en avons pas vraiment parlé.
Mais il y avait une chose que nous comprenions et on se complétait beaucoup. Le Premier ministre Kodjo, c'était un économiste qui aimait beaucoup la littérature. Et moi, je suis à la base un littéraire qui aimait beaucoup l'économie. Et donc on se complétait. Et puis je pense que aussi j'aimais beaucoup, comme j'ai lu beaucoup et que j'aimais déjà la politique depuis longtemps, oui. J'ai joué dans des pièces comme l'étudiant de Soweto, les martyrs de l'Ouganda, toutes ces pièces structurent quand oui. même une forme de posture politique. Donc je pense que quand j'étais arrivé dans son entourage, il a vite compris que j'avais du potentiel et que j'étais aussi, bon, c'est pas pour me flatter, mais je suis quelqu'un de très très rigoureux. Rigoureux depuis. Donc ça nous a aidés. Après, c'est lui-même qui maintenant il n'aura plus l'occasion de nous le dire, mais voilà, nous comprenions sans se parler. Voilà. Alors vous avez été élu avec un score très confortable du MPDD. Alors sur les 90 votants, nous a-t-on dit, 86 auraient porté leur choix sur vous, soit 95% des suffrages. Oui. Un scrutin qui n'a été contesté par personne. À votre avis, qu'est-ce qui explique cet immense succès, cette grande confiance-là que vous portez sur vous? Il y a vous venez d'évoquer le fait que je sois un compagnon de toujours du patron. Et les gens savent que je suis probablement celui qui le connaît mieux et connaît mieux ce qu'il aurait aimé qu'on fasse. La deuxième chose, c'est que je me suis appesanti. Quand je suis arrivé, quand nous avons démarré, j'ai expliqué à tout le monde que nous allons travailler à partir des tests. Nos tests prévoient tout, y compris le décès du président. Donc, il faut sur les tests, pas faire entorse au et j'ai demandé qu'on distribue les statuts, les copies des statuts à tous les cadres du parti et à tous les militants. Comme ça, chacun lit et sait ce que le MPDD est. Maintenant, si on n'est pas d'accord avec ça, c'est le MPDD. Si on est là, c'est qu'on est avec ce que disent nos statuts. Et puis, il faut aller vite au Congrès. Le Congrès peut changer les choses. Et quand j'ai fait aussi une tournée rapidement auprès des structures, et ils m'ont dit des messages très clairs, je leur ai promis que nous sommes transparents. Et nous avons tenu parole. Je pense que c'est ça qui a rassuré et qui a fédéré les gens autour de ces 2 ans. Alors, au Togo, nous sommes habitués à voir les partis politiques exploser une fois que disparaît leur fondateur. Alors, qu'est-ce qui a le PDD de survivre à fondateur? Notre volonté commune en tant que militant du parti à ne pas à cette fatalité ou à ce sort qui est la disparition. Donc je pense que c'est tous les militants qui ont compris qu'il nous était important de le faire. Autre chose, vous voyez les conditions dans lesquelles notre président est décédé. Il est parti en exil pendant 4 ans, dans des conditions difficiles. Aucun d'entre nous n'a pu lui rendre visite sur les 4 ans. Aucun d'entre nous. Ça veut dire que le président n'avait de contact avec nous que les souvenirs qu'il a de nous, les propos que nous tenions au téléphone ou par messagerie. Ça veut dire qu'il est mort seul, sans ses compagnons d'armes autour de lui. Et je ne parle même pas de la famille. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a profondément interpellés. Et ce serait ultime, ce serait insulte pour sa mémoire, un grave manque de respect pour sa mémoire. Nous déchirions, que nous offrions un acte de désolation du parti. Finalement, on dit que le MPDD n'existe plus. Voilà. Donc c'était un devoir de mémoire que de tout faire. Et tout le monde a compris cela. Quel temps après sa disparition, votre qualité de président par intérim, à l'époque, vous avez un parti qui avait, disons, intrigué plus d'un. Dans un communiqué rendu public le 29 juillet dernier, le bureau politique MPDD a décidé de suivre la participation du parti à tout regroupement ou coalition de partis, association dont il est membre avec effet immédiat. Est-ce ça dit que vous n'avez pas la direction prise par le parti qui était le fer de lance de la DMK? Je voudrais plus ouvrir sur la DMK parce que nous n'en sommes plus membres et le congrès a entériné cela.
si vous ouvriez ma question c'est ceci. Alors, est-ce que vous n'approuviez pas la direction prise par le parti la DMK Non, le MPDD. Je parle du MPDD. Voilà. C'est-à-dire que si vous suspendez la participation aux coalitions, est-ce que ça veut dire la direction prise par le parti? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, nous voulions aller au Congrès. Oui. Le Congrès, c'est l'organe souverain. Rien ne doit limiter le pouvoir de décision du Congrès ou ni l'orienter. Rien. Or, la DMK a un principe très fort. Aucun parti membre de la DMK ne doit participer à aucune élection au Togo sans que n'advienne triptyque, je ne sais pas, enfin, refondation, transition, etc. Ça, c'est les règles de la DMK. On peut être d'accord, pas d'accord, il faut les respecter. Et tant que vous êtes membre de la DMK, vous devez respecter ces principes. Or, si nous allons au Congrès, sachant très bien que nous ne pouvons jamais aller à aucune élection, ça veut dire que le Congrès ne peut prendre aucune autre décision différente de ça. Donc, nous limitons la souveraineté de notre parti. Et il fallait donner tous les moyens pleinement au Congrès de se prononcer dans un autre. C'est ça, essentiellement, qu'on est parti. Alors, le MPDD, auparavant, au but, était considéré comme un parti proche de l'opposition, confère CSTT, avant de basculer du côté du pouvoir, enfin, si on peut le dire, parce que Aguero Kodo avait appelé à réélire Faure Gnassingbé en 2015. Et puis, il a de nouveau basculé du côté de l'opposition avec la présidentielle de 2020. Et aujourd'hui, vous déclarez abandonner la ligne radicale de ces dernières années au point où vous serez prêt à nouer des alliances avec tous les partis politiques, y compris avec UNI, le parti au pouvoir. On fait le tournis à vouloir suivre les mouvements de votre parti, qu'il s'appelle au but ou hier. Aujourd'hui. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je comprends ce sentiment-là. Et c'est lié à ce que j'ai appelé la culture politique perfectible dans notre pays. La politique n'est pas la religion. Par exemple, quand vous allez à la messe chez les catholiques, les choses se font de la même manière depuis le début jusqu'à la fin, et que ce soit à Kwame, ou à Takbame, ou à Neho, ou même au Rwanda, ou tout ce que vous voulez. La politique, ce n'est pas ça. On n'a pas un rituel qu'il faut suivre. C'est nos statuts. Un parti politique, c'est une association. Ce sont des statuts guides. Et le Congrès est un outil de réglage. Donc, les statuts peuvent être modifiés par le Congrès. Et donc, les orientations peuvent changer. C'est une erreur des Togolais de croire qu'un parti politique est prédéterminé. C'est-à-dire, on le crée et on est un parti d'opposition. Et que l'opposition devient un statut à part. C'est une erreur. Un parti politique est fait pour aller conquérir le pouvoir et l'exercer dans l'intérêt du peuple, ou en tout cas suivant le projet de société qu'il a. Or, ce process qui conduit de la création de la campagne jusqu'au pouvoir, ce n'est pas un process rigidement linéaire. Ça ne peut pas se passer comme ça. Montrez-moi un seul cours d'eau dans le monde, sur la terre, qui a un chemin linéaire. C'est-à-dire qui n'a pas de méandre. Montrez-moi un seul cours d'eau. Et les cours d'eau ont deux rives. Pourquoi? C'est ça la réalité. La réalité n'est pas d'un seul côté. La réalité, elle est plurielle. Et donc, si la nature nous montre le chemin, pourquoi vous voulez que nous, on ne suive pas? Les cours d'eau sont comme ça, mais ils ne reviennent jamais en arrière. Vous avez jamais vu un cours d'eau reculer? Ça veut dire qu'on peut atteindre son objectif. Mais pour atteindre l'objectif, il faut suivre un certain nombre de choses. La ligne droite n'est pas le plus court chemin de notre mathématique. En mathématiques, oui. En géométrie euclidienne, oui. La ligne droite est le plus court chemin d'un point à l'autre. Mais en réalité, en politique, ce n'est pas la ligne droite. Mais est-ce que cela ne pose pas aussi une crédibilité quand aujourd'hui vous dites que ça c'est bon, demain la même chose, vous dites que c'est pas bon, et après encore... C'est parce que vous avez dit la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une... ça, c'est quand c'est bon que vous l'approuvez. Mais quand ça n'est pas bon, il faut le dire aussi. Mais si vous êtes dans l'inverse plutôt, et là vous recherchez effectivement une force et de crédibilité. C'est vrai, quand vous êtes dans cette forme-là, vous vous mentez à vous-même. Parce que comme vous êtes rigidement accrobuté à votre position, quand ça va bien, vous ne le dites pas. Parce que vous avez peur qu'on vous traite de girouette. Or, c'est la vérité qu'il faut suivre. Ce n'est pas le fait de paraître le plus beau, paraître le plus populaire qu'il faut suivre. Ça, c'est une
l'approche de la politique. C'est de dire ce qui va bien, ce qui ne va pas. Par exemple, imagine que demain, un parti accède au pouvoir, pas un PDD, un autre. Oui. Quand je vais dire que ce parti-là fait bien ou ne fait pas bien, je reste cohérent. Parce que je le fais avec le parti qui est là. Mais si après, aujourd'hui, je vois que le mauvais côté du parti qui est au pouvoir, et que demain, lorsque le parti ami est au pouvoir, je ne vois que le bon côté, c'est là où je ne suis pas cohérent. Il faut dépasser la vision militant et populiste ou je ne sais pas de la politique et se concentrer sur l'intérêt du peuple. Quitte à même ne pas être le préféré, mais travailler. S'il faut choisir entre popularité et intérêt du peuple togolais, nous sommes prêts à être du côté de l'intérêt du peuple togolais. Alors, je vous cite, nous sommes un parti de centre républicain qui a pour principal objectif d'être une opposition constructive, d'être en capacité de construire des alliances pour peu qu'elles permettent de servir au mieux les intérêts du peuple togolais. Nous sommes donc un parti modéré. Et il me semble que ces propos sont de moi. Voilà. Alors, tout cela semble que les partis qui se disent centristes finissent par penser du côté que vous devinez, au point où, quand une formation se dit centriste, on a fait des gaudes. Alors, pourquoi cela serait différent avec le MPDD? Non, continuez à nous critiquer. Moi, ça continuez à nous avoir peur pour nous, à dire qu'il y a un risque de devenir un petit satellite de l'UI. Continuez. C'est bien, mais nous, on écoute, on entend et on continue notre chemin de manière sereine. Vous avez quand même dit qu'il y a une loi au Togo qui consiste à ce que les partis disparaissent ou s'éclatent après la mort de leurs dirigeants. Oui. On nous l'a prédit entre mars et octobre, tout le monde nous a prédit, ou la plupart des observateurs prédisaient qu'il y aura un conflit, qu'on ne s'en sortira pas. Mais vous avez vu qu'on s'en est sorti, oui, en tout cas. Et donc, c'est la même chose que vous nous prédisez. On verra dans quelques mois, quelques années, si nous avons réussi à être un parti d'équilibre, un parti républicain, et si cela a marché. Le constat que je fais, est-ce que vous-même aussi, vous n'avez pas fait ce constat? La plupart des partis, pratiquement tous les partis qui se disent du centre, quand ils commencent, quand ils finissent. Voilà. Donc maintenant, on va avancer. Oui, bien sûr. Alors, les militants et ces partisans du MTD attendent la dynamique au parti. Doivent-ils s'attendre aux ambitions pour le MPDD? C'est le renforcement de la dynamique interne. C'est ça. Ça veut dire quoi? Maintenir et renforcer l'engagement des militants et donc amplifier leur implication du MPDD. Et puis, une fois renforcer la dynamique interne, maintenir, renforcer la dynamique interne, élargir le parti, la base du parti, pour attirer de nouveaux militants. Et surtout, ouvrir le parti un peu plus encore aux jeunes. Je veux que le MPDD soit le parti, non l'un des partis, sinon le parti, au moins l'un des partis le plus ouvert aux jeunes. Ça part du constat que nos frères, nos jeunes sœurs se détournent un peu de la politique. Ils sont désintéressés. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être très tôt ou de comprendre ce qu'il y a. C'est notre responsabilité en tant que parti politique d'expliquer, de sensibiliser, de nous ouvrir plus aux jeunes pour les amener à s'impliquer. Vous savez que l'une des raisons aussi de leur désintérêt, c'est qu'ils disent que les hommes politiques mentent et que voilà, on ne peut pas leur faire confiance. Ils disent aussi aujourd'hui, demain, ils disent là, vous les suivez, après vous vous retrouvez, voilà, vous ne comprenez plus rien. Voilà. En fait, ça aussi, c'est un élément d'éducation qu'il faut avoir. Je dis souvent que la politique, c'est un mot que les gens ne vont pas comprendre, amoral. Ça ne veut pas dire que c'est immoral, amoral. Dans ce sens que il y a certains flux de la politique qui, dans la vie de tous les jours, peuvent paraître ou pas acceptables. Mais c'est l'essence même de la politique. La feinte, par exemple. Le fait de faire à son adversaire que ce point-là est essentiel pour moi, alors que c'est secondaire, juste pour qu'il puisse se concentrer sur ça pendant que vous... Ça, c'est un fluide politique, c'est une dynamique. Ça fait partie du jeu politique. Mais si vous
ça dans votre paroisse, ou si vous faites ça dans votre association ou dans votre village, les gens, dans votre famille, les gens vont crier sur vous. Voilà. Il faut que nos amis sachent qu'il faut discerner la politique, faire la différence entre la politique et ce qui n'est pas la politique. Et je dis souvent, c'est pas avec de la politique. Si vous voulez être quelqu'un d'aimer, d'applaudir, vendez des yaourts, vendez des gâteaux, les gens vont vous applaudir. Si vous voulez faire de la politique, soyez prêts à prendre des coups et à prendre des risques, mais aussi assumez-les. C'est pour ça. Et donc, il faut qu'on parle avec nos jeunes frères et sœurs sans jamais se départir de l'humanisme, ça c'est sûr, hein, l'esprit humaniste, de la vérité, bien-être du peuple togolais, du peuple congolais. Donc, il faut amener nos jeunes. Pourquoi? Parce que ce que nous proposons comme projet de société, une partie concerne le présent, mais la grande partie concerne l'avenir. Oui. Or, le Togo de l'avenir, le Togo de nos jeunes frères, de nos enfants. Oui. Et donc, c'est nos frères, nos sœurs qui auront ce Togo-là à gérer. Si on veut bâtir cet avenir-là, on ne peut pas le faire sans eux. Oui. Il faut qu'ils aient la voix au chapitre. C'est comme si vous voulez construire une maison pour quelqu'un. Il faut connaître ses goûts, ce qu'il veut y faire et tout ça. Et il faut qu'il donne ça son avis. Et donc, moi, si je dois me résumer rapidement, un axe fort de ce que je veux faire au MPDD, c'est l'ouvrir aux jeunes et aussi aux femmes. Alors, le MPDD n'a pas participé aux dernières élections législatives couplées avec les régionales. J'imagine que vous le regrettez, n'est-ce pas? Non, on ne le regrette pas parce que c'est une décision qui avait été prise et assumée par le parti. Si ça avait été demain, on ferait autre chose. Voilà. Alors, vous connaissez les résultats de ce scrutin qui s'est soldé par une nouvelle Bérésina pour l'opposition. Par exemple, sur les 113 mises en jeu, seuls 4 ont échappé à unir le parti au pouvoir. Et quelle est votre lecture de ces résultats et quel enseignement en tirer? Ce qu'il faut dire de ces élections, c'est que nous avons tous du mal à comprendre comment UNIR a pu seul rafler autant de sièges dans une élection nationale. On a tous, on s'interroge sur l'origine et les raisons de ce résultat. Bon, la situation est telle qu'elle est, les instances officielles et autorisées ont validé les résultats. Ça veut dire que nous avons du boulot, nous avons du travail à faire au niveau de l'opposition, à travailler nos bases, à être beaucoup plus vigilants et à faire en sorte que les prochaines élections qui vont arriver, nous soyons massivement présents sur le terrain en étant unis, hein, et en étant unis, en trouvant des stratégies d'alliance qui nous permettent de peser sur le terrain. Parce que c'est aussi le problème aussi, hein, d'une certaine manière, c'est la capacité à encadrer le processus électoral, à être présent partout dans les bureaux de vote, surtout dans les zones reculées, hein, et à gérer nos délégués, dans les bureaux de vote, et à faire les résultats issus des urnes. Voilà. Donc, toutes ces stratégies, tous ces travaux-là, on peut le faire dans d'une alliance sincère. Le problème, c'est que dès le début, nous avons du mal à travailler ensemble. Dans l'opposition, ou surtout dans l'opposition, nous avons du mal à travailler ensemble. Il y a trop de méfiance, il n'y a pas assez de confiance, il y a trop de calculs personnels, il y a des non-dits. Si on arrive à dépasser tout cela, en comprenant que ça fait combien d'années qu'on a commencé cette histoire et quel est le résultat que nous avons. Quand vous faites un champ et vous faites la même culture et tout ça, ça ne marche pas. Il faut voir si c'est vous cultivez qui est bon ou pas. Est-ce que la manière dont vous cultivez, c'est ça qui est... Changez de méthode, vous mettez ça en jachère, vous faites autre chose. Il faut que nous ayons le courage d'inventer autre chose. L'autre grand sujet sur la place publique, c'est le changement de constitution. Comment est-ce que vous avez... Alors, nous avons été perplexes et surpris. Pourquoi nous sommes posé la question de savoir pourquoi il était nécessaire aujourd'hui de changer de constitution. Pourquoi? Qu'est-ce qui le justifie? Nous avons cette question-là parce que, de notre point de vue, il n'y a pas eu de concertation, de large concertation, de consultation beaucoup plus approfondie avant de lancer la réforme. C'est légitime, je le dis, pour un président de la République ou pour un pouvoir
suivant les analyses qu'il fait, de vouloir changer, de proposer une réforme constitutionnelle. Tout ça, personne ne peut le contester en soi. Que la réforme fasse basculer le Togo dans un régime parlementaire, ça non plus, on ne peut pas le condamner en soi, dans l'absolu, parce que c'est un régime qui a ses avantages et aussi ses inconvénients comme tous les autres régimes. Ce qui n'a pas marché dans cela et ce que nous avons toujours, c'est la consultation, les conditions de été faites, au mépris des règles de pluralité, d'inclusivité. On aurait dû échanger tous, chacun aurait dû émettre son avis, même si à la sortie de ces échanges, il y a un an, le président est tout à fait fondé à demander un référendum, à lancer un référendum. Et c'est le résultat du référendum qui aurait compté. Si on avait procédé comme ça, on n'aurait pas eu tous ces échanges-là aujourd'hui. C'est dommage. Il faut que nous prenions l'habitude de travailler de manière constructive, de manière inclusive. Oui, alors maintenant, il y en a qui, bien que la Constitution soit entrée en vigueur depuis le 6 mai dernier, ils continuent de contester cette Constitution-là. Est-ce que franchement, ça en vaut encore la peine? Est-ce qu'il n'est pas temps de peut-être autre chose? Je vous invite à leur poser la question. Oui, quelle est votre position par rapport à ça? Non, je vous ai donné notre position. Vous-même, vous avez dit bien que cette Constitution a été promulguée. C'est ça, c'est ce que vous avez dit. Nous sommes un parti républicain. Si une loi est promulguée, nous prenons acte. Voilà. Eh bien, nous allons observer une pause. On revient pour la suite de cet entretien. Cet entretien, je rappelle que notre invité ce matin, c'est Jonas Siliadin, le président du MPDD. Monsieur le Président, les acteurs politiques ont repris leurs échanges au sein du... Oui. Le MPDD n'y est pas représenté. Si. Ah, vous y êtes maintenant? Oui, nous sommes retournés. Enfin, nous sommes allés au CPC, puisqu'on n'a jamais participé. Allez, le invité, qui est le ministre de l'administration territoriale, nous a invités et nous y sommes allés. Voilà. Alors, le gouvernement a récemment adopté par ordonnance un nouveau code électoral sans avoir obtenu un consensus au CPC. Dans ces conditions et au vu des résultats des précédents dialogues, direz-vous que ce que vous appeliez, citation, je vous cite, l'incapacité de parvenir à des moments républicains où l'intérêt de la nation supplante tout, fin de citation, cette capacité-là prévaut toujours au sein de la classe politique togolaise, est-ce qu'on peut le dire ainsi? C'est normal, nous avons une raison de ne plus vouloir faire ce tour républicain, tant nous avons eu des déceptions dans le passé et il y a encore quelques actes qui sont de nature dans le présent à nous décevoir. Mais c'est justement ça qu'il faut gérer. Parce que même si c'est un cadre imparfait, même si, et nous le déplorons, nous l'avons dit, nous avons été indignés par la manière dont ça a été conduit, si on n'aboutit pas à des réflexions sincères, à des échanges approfondis avant que le gouvernement avance, je préfère encore qu'il y ait le CPC. Et que ce pont-là existe. Nous irons toujours discuter de ce qui ne va pas. On ne le dira nulle part d'autre. Ou en tout cas, c'est un cadre pour le dire. Nous invitons nos partenaires pouvoir à aussi faire beaucoup d'efforts dans leur méthode. Et à ne pas croire que à chaque fois la ruse ou le fait de doubler les gens soit une méthode qui va être pérenne. Parce que pour le moment, nous qui faisons l'effort de travailler avec eux, d'être en contact avec eux, nous sommes encore les remparts à la violence. Parce que ce qui ne peut pas être exprimé, ce qui ne peut pas pour que nous nous exprimions, c'est la voie ouverte à la violence et à la difficulté dans le pays. C'est important que tout le monde montre preuve d'ouverture franche et après échanger. Nous continuerons à aller, nous continuerons à dire ce qui ne va pas et nous le disons, l'ordonnance qui a été prise est intervenue très tôt alors que nous commencer à échanger avec le gouvernement. Effectivement, rien n'oblige le gouvernement à nous écouter ou à nous consulter. Hein. Rien ne l'oblige. Dans ce cas, qu'on ne vienne pas nous poser des questions si on ne veut pas nous écouter ou attendre au moment où nous ayons donné des réponses. Après, c'est un autre problème.
Mais quand on pose le problème, qu'on donne le temps à l'échange et qu'on tranche par la suite et qu'on ne donne pas l'impression qu'on vous pose une question, en fait, on n'en a rien à faire, quoi. Bien, nous allons maintenant aborder... Monsieur le Président, vos anciens amis de la DMK, puisque le MTD a quitté cette... Vos anciens amis, disais-je, ont organisé cette semaine une conférence. Quel en était l'objet? La réponse à cette question, c'est le coordinateur général de la DMK, Thomas Soukoué, qui nous la donne. Le combat se poursuit malgré Monseigneur Kodjo et Dr Gabriel Mensah Agboué Kodjo ne sont plus de ce monde. Et ils se sont battus pour la liberté et la souveraineté de notre pays, le Togo. Et nous qui sommes leurs collaborateurs, nous avons décidé de continuer le combat. Et ce combat, nous allons le mener à terme, puisque nous sommes sortis d'une élection présidentielle le 22 février 2020. Et il y a un contentieux né après. Et l'affaire se trouve au tribunal de première instance de Nanterre en France. La DMK ne peut pas baisser les bras. C'est inquiétant la situation du pays au jour d'aujourd'hui. Et la DMK a envoyé une lettre ouverte au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur le cas Togo. Parce que ça fait pitié que notre pays soit abandonné. Et nous ne pouvons pas, nos frères et sœurs, aller en exil, construire les pays des Blancs. Notre pays. Donc, nous avons demandé le retour de tous les exilés politiques, de tous les réfugiés. Jean-Paul Omolou, qui croupit toujours au SCRIC, et les détenus du PPP qui croupissent en prison. Nous demandons leur libération. Parce que c'est ensemble que nous allons nous retrouver autour d'une table de discussion lors des assises nationales à venir pour repenser notre pays en allant à une constituante, à une refondation éthique de notre pays, parce que les bases doivent être posées pour qu'après nous puissions organiser les élections législatives, les élections présidentielles, les élections régionales, les élections communales dans la paix et dans la quiétude. Alors la DMK dit poursuivre le combat pour la reconnaissance de la victoire de Mensah Agboué Kodjo à la présidentielle de 2020. Et c'était le même combat que menait le MPD qui s'était lancé dans une farouche contestation des résultats. Agboué Kodjo étant convaincu d'en être le vainqueur. Et voici ce que vous aviez écrit à l'époque sur ce scrutin. Tenons-nous prêts à défendre la vérité des urnes et s'il le faut jusqu'au sacrifice suprême. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Alors, fin de citation. Alors, pensez-vous toujours que Kodjo était le vrai vainqueur de ce scrutin, M. Siliadé? Je voudrais qu'on laisse de côté, enfin laisse derrière nous toutes ces questions. Parce que la politique est faite de petites phrases qui vous empoisonnent le processus, la vie, parce que vous avez dit oui ou non. Et quel que soit ce que vous dites à propos d'un sujet, les gens vont vous trouver, vous chercher des poux. Nous venons de faire un congrès. Nous, les militants, nous nous projetons. Je vous en prie, laissez-nous construire petit à petit notre avenir. Ce que les gens ne voient pas, c'est des lourds tributs à la démocratie. Nous faisons partie, nous sommes parmi les partis qui ont payé le plus lourd tribut. Pendant nos militants étaient seuls sur le terrain. Nos élus ont été seuls. Le parti a eu du mal à parce que notre président était en exil. La majorité des cadres ont été employés par le groupement, la DMK. Oui, c'est pour... Il ne peut que de la DMK. Justement, du MPDD. Et nous arrivons, qu'on nous laisse la chance de remettre la machine sur les rails. Le prix d'être clair. Alors, la journée internationale des femmes rurales a été célébrée le mardi 15 octobre dernier sous le thème valoriser les actrices essentielles du développement agricole. C'est une journée l'objectif est de mettre en lumière le rôle et la situation des femmes des zones rurales. Le travail de l'ONU est important dans leur communauté, c'est que dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Malgré l'existence de l'eau, elles ont encore et toujours, très rarement, ces femmes, accès à la terre. Pour d'écouter certaines femmes de Gap. Noyal, Yama Sororeta, le de Suraco, le Duragal, Topiaco, Unchu, Huapia, le Gonya, Yamado, a Toingba. Madana Gloria, a Sronamaing, which Gacha Banyabana, le Dagla, Fira, Stroke, Bofika, de la Nukeloa, Nevibaru Gamarian, Devachiqua,
nyɔnua ma me kpɔna ɖeke ŋutio etɔ ma kpadzi tsafia womema na nua ne míayɔ nu ŋutsuwo koe xɔna nua fi aɖo dro aɖe míayɔ nu míanɔ ayatsadzi ko anɔ yi. Nyatɔ tsa gbeɖegbe wo gblɔna be ne ŋutsu ne di miamomewo yo miamome atɔ̃ yo ne miatɔ̃ gbe yo ne woma nua tsa woame ne mia nyɔnuviwo vɔ le fifia mianɔviawo gbe womena gbɔ wo ŋutɔ koe atsɔ ɖu afukpekpe anɔ eklo fofo nye mi le nyame ame ve pɛ ko wodzi etɔ nye ya me nya le ekoko le nɔnyo gbɔ gi yae tɔ nye le si vɔ me agblɔ fia be nɔvi nye tsa xɔ keke dia vɔ ko vɔ la tɔ nye me anyigba teƒe me li na ame le gema me la tuƒe tsa anyigba me le sɔnye teƒe agblɔ be tɔ nye wonyo. Bien. Et toutes nos excuses pour ceux qui ne comprennent pas les veilles, je résume en deux mots. Ces femmes se disent qu'elles n'ont pas accès à la terre, donc elles n'ont pas de terre, mais pourtant, monsieur, selon l'ONU, le rôle des femmes rurales est essentiel dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Elles représentent 40% de la main-d'œuvre agricole mondiale et transforment 80% des produits agricoles en Afrique. Et pourtant, il est toujours difficile d'avoir accès à la terre. Qu'en dites-vous? Vous avez écouté ces femmes, c'est que ça fait... C'est une injustice. Voilà, ça fait mal au cœur quand on entend... C'est une injustice. J'ai écouté même l'émission précédente de droit qui parlait aussi du sujet du sort de la femme dans la gouvernance publique. En fait, c'est une injustice qu'il faut réparer et je salue cette journée internationale et d'activités qui ont été faites un peu partout sur le territoire avec la présence des membres du gouvernement, des députés. Il faut continuer à faire ce travail, surtout le travail de sensibilisation. Il faut sensibiliser dans nos terroirs, sur nos territoires, les traditionnels pour qu'elles comprennent pourquoi c'est important de réserver, de donner les mêmes chances à l'homme et à la femme. En réalité, je dis souvent que la femme n'existe pas. Et ça choque, mais c'est pour éveiller sur quelque chose. Il y a la mère, il y a la fille, il y a la sœur et il y a l'épouse. À partir du moment où on considère cela, vous allez voir que les regards changent. Aucun homme au monde n'accepte qu'on fasse du tort à sa mère. Aucun homme n'accepte qu'on manque de respect à son épouse. Aucun homme n'accepte qu'on fasse du mal à sa sœur ni à sa fille. Pourquoi on traite les femmes? C'est parce que quand on dit femme, ça devient anonyme. Mais il faut apprendre à regarder dans chaque femme la mère, l'épouse de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Au moment, on va commencer à poser les problèmes et à voir les problèmes autrement. Donc, je pense qu'il est important, et vous savez qu'au sein du MPDD, il y a une structure dédiée aux femmes qu'on appelle les femmes patriotes. Et donc, c'est une structure que je compte mettre suffisamment en avant. Et cette question d'accès à la important. Et non seulement accès égal à la terre, mais aussi la juste répartition des charges. Sur une semaine, on travaille 12 heures de plus que les hommes sur les tâches ménagères, les soins aux familles, etc. Il faudra revoir ça pour permettre aux femmes aussi de s'épanouir au même titre que les hommes. Alors, je le disais, le thème de la journée internationale des femmes rurales au niveau mondial est valoriser les actrices essentielles du développement agricole. Alors, comment votre avis, tout à l'heure vous l'avez effleuré, mais bon, je voudrais quand même vous poser une question. Il y a combien de femmes dans la nouvelle équipe du MPDD? Ah, il y a combien de femmes dans la nouvelle équipe du MPDD? Il y a 6 femmes. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Oui. Eh bien, félicitations. Avant de poursuivre cet entretien, Hervé Essay nous rappelle d'autres événements de l'actualité nationale de la semaine. Mais sont sous les eaux depuis la grande pluie de la nuit du 12 au 13 octobre dernier. C'est la désolation dans ces quartiers dont les habitants qui sans-abri ne savent pas à quel saint se vouer. Ceci d'autant plus que d'autres précipitations sont encore attendues dans les jours à venir. Au lendemain de cette pluie, la ministre de l'eau et de l'assainissement, Mila Ziablé, accompagnée d'une équipe de techniciens et d'experts, a visité les quartiers les plus touchés, notamment à Tidogomé, Segbe, Wessome, à Tilamonou, Bissime et Gbomame, où les eaux pluviales ont submergé habitations et infrastructures. Sur place, elle a évalué l'étendue des dégâts et apporté du population concernée auxquelles elle a réaffirmé la détermination du gouvernement à trouver des solutions durables à ces inondations récurrentes. Par ailleurs, des mesures immédiates ont été déployées avec le concours de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique ANASAP et de l'Agence nationale de la protection civile ANPC afin de dégager les voies obstruées. La ministre a également profité de cette visite pour la riveraine l'importance du respect des règles de salubrité, notamment en évitant de jeter
et des sachets plastiques dans les caniveaux, un comportement qui aggraverait les risques. Une rencontre internationale dénommée la rencontre des compliance et risques officer a été ouverte mercredi dernier à Lomé, placée sous le thème conformité et gestion des risques dans le secteur financier en Afrique. Ce forum qui a rassemblé plus de 300 participants venus d'Afrique, d'Europe et d'autres régions du monde a planché sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique. Selon les organisateurs, cette rencontre a pour objectif principal de rassembler les acteurs clés de cette lutte afin de fédérer leurs efforts et renforcer la résilience de l'Afrique face à ces menaces globales. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Guillaume Chougli. Le Togo, sous la vision éclairée de son Excellence, M. Faure Gnassingbé, a récemment un nouveau plan stratégique pour la période 2023-2027 conforme aux standards internationaux. Ce plan ambitieux s'articule autour de 3 axes principaux. D'abord, la mobilisation de toutes les couches de la population. Ensuite, le renforcement du cadre juridique et institutionnel. Et enfin, les actions de renforcement de l'intégrité et de la transparence au sein de l'administration publique. Il faut dire que cette rencontre a été organisée avec le soutien de la Haute Autorité de prévention et de lutte et les infractions assimilées à Plucia et de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF Togo. Les éperviers du Togo ont subi une nouvelle défaite 1-0 face à l'Algérie ce lundi au stade de Kégué lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 prévue au Maroc. Ce nouveau revers fait douter beaucoup de supporters sur les chances de qualification des éperviers, ce qui n'est pas du sélectionneur de l'équipe nationale togolaise Nimbobé Dari. Je pense qu'il y a encore des points à défendre, il y a 6 points encore à défendre. Ces 6 points-là, on va aller les chercher. Si à la fin on fait le décompte et que nous sommes qualifiés, on passe. Je suis toujours enthousiaste, j'y crois toujours, puisque vous voyez ce qu'on a produit comme jeu. Si on garde le même état d'esprit, la même production de jeu, je pense qu'il y a moyen de chercher un résultat à Monrovia et de recevoir la Guinée équatoriale à Lomé. Le Burkina Faso, le Sénégal, l'Algérie, la République RDC, le Cameroun, l'Égypte, l'Angola et l'Ouganda sont déjà qualifiés pour la compétition, dont 8 autres pays sont de leur côté déjà éliminés. Alors, la grande pluie du week-end dernier, M. Siladin, a replongé les pieds dans l'eau. Et en effet, ils sont inondés. Et on a l'incivisme de ceux qui bouchent les caniveaux, d'autres encore qui auraient construit dans des zones inondables. Mais il faut reconnaître aussi que beaucoup d'endroits dans la capitale sont devenus des zones inondables depuis qu'on y a construit de nouvelles routes. Alors, quelle est votre analyse de la situation ? C'est très important, enfin ce qui se passe est très grave quand vous voyez certains quartiers, même l'ampleur des inondations. C'est pas seulement le fait que les gens aient les pieds dans l'eau, c'est que c'est un risque de maladie, de tomber dans des trous, il y a un vrai problème. Et ça, il faut qu'on y mette fin. J'ai entendu dans vos reportages les sensibilisations qui préconisaient, etc. Il y a un problème d'urbanisation qu'il faut adresser sérieusement. Il faut que dans chaque commune, il y ait des architectes qui soient là et qui fassent des prescriptions architecturales. C'est-à-dire qu'avant, quand on veut instruire un dossier de permis de construire, il faut que ce soit visé par l'architecte prescripteur et que la prescription, le projet obéisse aux prescriptions architecturales. Première chose. Deuxième chose, il faut multiplier les caniveaux. Il faut vraiment, parce que n'a pas. Oui. Donc on peut très bien avoir des caniveaux sans avoir forcément des routes bitumées pour le moment. On peut construire les caniveaux et les couvrir même. Et ça c'est très important pour améliorer l'usage de l'eau. Il faut aussi associer beaucoup de il faut de la sensibilisation. Dans certains pays comme le Rwanda, il y a des journées de travaux communautaires. Il faut qu'au Togo on instaure ça aussi, où tous les membres du quartier des pâtés de maison, un premier samedi du trimestre, on bloque, on se lève, on prend des pelles, des choses et tout ça, on fait des recueils et on enlève des choses avec l'appui des municipalités. Il faut qu'il y ait des journées citoyennes. Ça a une double vertu. La première, c'est que le travail est fait. La deuxième, c'est que comme tout le monde travaille, tout le monde est conscient de la pénibilité de ce qui est et donc on prend soin de cela. Et troisième élément qu'il faut mettre en place, ça a existé il y a longtemps, c'est la brigade. Il faut une brigade de salut qui circule dans les quartiers. Si on a
comportements ou des dispositions qui sont pas ne priorité, il faut les enlever. Certains quartiers, certains habitants croient bien faire de se protéger en mettant des barrières à l'eau pour se protéger, se mettre à sec. Et ça provoque les voisins en amont. Et ça crée des problèmes de voisinage. Moi-même, j'en suis victime. Je pense qu'il faut créer une brigade qui aide les municipalités à dégager tout ce qui est ouvrage provisoire, improvisé, et en même temps faire le travail d'urbanisation que je viens de parler. Bien. Eh bien, on va dernière chose. National football, la revanche que beaucoup de supporters espéraient voir les éperviers prendre sur les Fennecs d'Algérie qui les a humiliés en leur cinglant 5 buts contre 1. N'a pas eu lieu, la revanche n'a pas eu lieu. Au match retour, c'était mardi dernier au Kégué, les éperviers ont encore une fois été battus, 0 but contre 1. Et donc nous risquons une élimination, encore une nouvelle fois, une élimination. Même la est toujours optimiste. Alors, comment vivez-vous les échecs répétés des éperviers? Je ne sais pas si vous aimez le football. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quand j'ai été le football, la Bundesliga, j'ai beaucoup. Bon, maintenant, je n'aime plus trop le football parce que j'ai compris que l'argent a pris le dessus. Et quand on voit, les gens ne jouent même plus vraiment. Les gens sont mécaniques. On a vu les Mario Kempes jouer sans protéger tibia, c'est très intéressant. Bon, ça fait de moi un grand vieux, hein, mais bon, le football comme tout, ça doit être un process gouverné, construit avec stratégie. Ouais. On n'improvise pas une équipe de football en agglomérant 2 ou 4 personnes. Voilà, une équipe doit avoir un esprit, voilà, et il faut commencer, il faut tout à la base. Oui. Il faut commencer à aller chercher des jeunes de 10 ans, 20 ans et commencer vraiment à faire et préparer les jeunes à avoir la technique, à avoir l'endurance, mais à avoir la grinta. C'est une mentalité qui est voilà, de gagnant, voilà, de compétiteur. C'est pas compréhensible que le Ghana soit une grande nation de foot, que le Ghana soit une grande nation de foot, que le Nigeria soit une grande nation de foot, que la Côte d'Ivoire soit une grande nation de foot, le Mali, et que dans cette CEDEAO-là, le Bénin qui commence à monter, et que nous, on ne soit pas. Il y avait le Bénin et le Burkina, ces gens nous respectaient à l'époque. Nous respectaient à l'époque, donc c'est pas normal. Donc c'est pas une fatalité. Il faut travailler avec méthode dans la durée pour faire advenir une nouvelle génération mieux encadrée. Je ne dis pas que les joueurs d'aujourd'hui déméritent, mais quand il y a un encadrement précoce, quand il n'y a pas un coaching structurel avec des éléments symboliques qui amènent les gens à aller chercher au plus profond d'eux, et surtout si les conditions financières ne sont pas des plus... ça fait que les gens ne sont pas performants. Alors quelques mots rapidement de l'actualité internationale, mais avant de commencer, Annie Vidjirakou nous rappelle quelques faits marquants de la semaine. Au Mali, le colonel Assimi Goïta est désormais général. Le président de la transition a été élevé en grade dans une décision prise mercredi en Conseil des ministres. C'est le cas des autres colonels qui avaient mené à ses côtés le coup d'état militaire d'août 2020 et qui occupent depuis des postes clés dans les institutions de la transition. Au Niger, à Niamey, les militaires ont débaptisé des rues et monuments portant des noms français. Plusieurs endroits historiques de la capitale portant jusqu'ici des noms évoquant la France, ancienne puissance coloniale, ont été rebaptisés au nom de personnalités nigériennes ou panafricanistes. À titre d'exemple, l'avenue qui portait le nom du général Charles de Gaulle est désormais baptisée avenue Djibo Bakari, une figure politique nigérienne partisan de l'indépendance obtenue en 1960. Le portrait du commandant et explorateur français Parfait Louis Monteil, gravé depuis des décennies dans un monument en pierre, a été remplacé par une plaque à l'effigie de feu Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso assassiné en 1987. Colonel-major Abdurrahman Amadou, porte-parole du gouvernement nigérien. La plupart des avenues, boulevards, lieux de mémoire, rues, sites et places de nos villes en général et de la capitale en particulier portaient des noms qui ne représentaient pas des repères dans l'imaginaire du collectif de nos concitoyens. Les autorités ivoiriennes ont annoncé jeudi la dissolution de toutes les associations
La décision intervient après la mort ces dernières semaines de 2 étudiants. Le ministère de l'Enseignement supérieur a depuis entrepris une vaste opération d'assainissement au sein des campus. Au total, 17 étudiants ont été interpellés et déférés au parquet dans le cadre de 2 enquêtes concernant la mort de ces 2 étudiants fin août et fin septembre. Et puis l'influenceur et activiste béninois Kémy Séba placé en garde à vue à la Direction générale de la sécurité intérieure DGSI en France pour des soupçons d'ingérence étrangère a été finalement relâché mercredi sans poursuite et à ce stade selon le parquet de Paris. Sa garde à vue avait débuté lundi dans l'après-midi, mais le ministère public précise que les investigations sur l'infraction d'ingérence étrangère se poursuivent dans le cadre de l'enquête préliminaire. Alors, M. Siliadel, les autorités nigériennes ont renommé plusieurs avenues, boulevards et rues et places de Niamey qui portaient jusque-là des noms remontant à l'époque coloniale. Il s'agit, disent-elles, de valoriser plutôt les figures historiques du pays et du continent et d'effacer les traces de la colonisation. Comprenez-vous cette opération? Oui et non. Je vais vous expliquer. Que les Nigériens ou les rues du Niger portent des noms de figures africaines ou nigériennes, c'est légitime. Face dans un esprit d'effacer les traces de la colonisation, c'est aberrant. Parce que la colonisation fait partie de notre histoire et de notre mémoire. On n'effacera pas les traces de la colonisation. La colonisation est déjà nous. Donc c'est pas suffisant que ça soit en nous que voilà. Non, mais vous savez, vous voyez, à Londres, il y a une statue de Mandela. Mandela n'est pas anglais. Il y a une nommée Léopold Sédar Senghor à Paris. Il y a des en régional, il y a des rues d'autres personnalités dans d'autres mondes, dans d'autres pays du monde. En fait, tous les pays du monde, tout pays a en lui tout ce qui a fondé son histoire. Ce n'est pas parce que c'est une colonisation que nous condamnons en soi que ça ne fait pas partie de notre histoire. Vous imaginez, vraiment, je prends cet exemple. Si dans vous êtes arrivé, je ne le souhaite pas, un accident, je souhaite avoir un accident, mais l'accident fait partie de votre histoire. Ce que je déplore dans l'Afrique contemporaine aujourd'hui, c'est que vous construisez notre identité africaine de manière conflictuelle avec le reste de l'humanité. En affirmant... Est-ce que ce n'est pas les autres qui nous cherchent et qui expliquent cette... Oui, mais les autres peuvent vous chercher, mais si vous voulez affirmer votre identité et attention, le tigre ne proclame pas sa tigritude et la mange. Développons nous-mêmes des ports de notre industrie culturelle, élevons tout cela et les gens vont comprendre et les gens vont venir à nous. Oui, qu'on débaptise, qu'on mette, d'ailleurs c'est normal que dans un pays il y ait des noms des figures de ce pays. On enlève, par exemple, vous avez parlé ils ont parlé d'un explorateur. L'explorateur fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire du Niger. C'est un fait advenu. Ça dépend aussi de ces gens-là, par exemple, le pôle 2, des rues qui sont... C'est normal, et je suis d'accord. Ce que le pôle 2 a fait aux Congolais. Voilà que on est d'accord. Dans les rues du Congo. Mais voilà. D'accord. Oui, ça là. On dit Brazzaville. On continue à l'appeler par rapport à Savoyien de Brazza. Oui. Donc, ce que je dis, c'est qu'on peut accepter, on peut comprendre le patrimoine d'un pays ou d'un continent. Il y a aussi les enfants. Ça, c'est pour ça que j'ai dit oui et non en même temps. Donc, je suis d'accord avec ça. Mais c'est le relent qui est derrière qu'il faut... notamment, comme vous le dites, c'est vrai, ce que vous dites, voilà, c'est que, au moment, les relations entre le Niger et la France sont tendues. Et il faut dire que la France, ou plutôt la politique de la France est décrite maintenant un peu partout en Afrique. À votre avis, qu'elle pourra... oui, que doit faire la France pour... dans le cas des Africains qui, de plus en plus... communiquer mieux sur ses intentions et sur son rôle en Afrique. Se départir d'une certaine politique africaine qui n'est pas acceptée, qui a été toujours condamnée. Faire en sorte que ce ne soit pas que les politiques qui parlent au nom de la France et que le visage de la France en Afrique soit un visage politique.
Parce que ce qui se passe malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, d'ONG, de la société, une grande partie de la société civile française qui intervient à travers le monde et en Afrique. Mais malheureusement, ce qu'on nous voyons souvent, c'est les déclarations des politiques français, des officiels, leur posture parfois maladroite. C'est ça que nous retenons. Voyons. Donc, si la France veut redorer son image, c'est aussi donner la parole à cette France plurielle de la vie matérielle de la société civile qui intervient, qui est très utile à travers les centres culturels, les instituts français et qui aide à la promotion de notre industrie culturelle. Il faut changer. Justement, l'un des plus violents contre la politique de la France en Afrique, le Béninois Kémy Séba a été arrêté cette semaine à Paris pour des soupçons d'ingérence. Ça a vu entamé lundi, après fin mercredi. Comment est-ce que vous trouvez cette histoire-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'est pas libre, voilà, de dire moi, je n'aime pas la politique des Occidentaux et cette arrestation-là, quand même, est-ce que c'est pas suspect? Vous savez, je n'aime pas commenter les activités de Kémy Séba. Oui. Et pourquoi? J'ai une autre vision du panafricanisme. Oui. Je sais, je comprends, je peux comprendre que les gens saluent, appuient, applaudissent ce qu'il fait. Personnellement, je vous ai dit que j'ai commencé la littérature très tôt. Oui. Ok. Vous savez, Peter Abraham, je ne suis pas un homme libre. Alain Paton, Pleurs au pays bien-aimé. Je peux vous citer les grands classiques de la littérature. Et mais vous pouvez ne pas l'apprécier, ne pas l'aimer, mais est-ce que parce qu'il a des positions, voilà, qui n'arrangent pas la France, donc non. En fait, cette histoire-là, d'ailleurs, vous allez voir que nous n'avons pas encore compris ce qui s'est passé, parce que généralement, quand ça commence comme ça, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va vite. Parfois, on construit des argumentaires, on construit des histoires, et puis après, moi, je n'ai aucun élément technique de ce dossier. Je ne sais pas ce qui... Selon les déclarations que nous avons lues, il était allé pour rendre visite à un membre de sa famille. Rencontrer des opposants béninois. Ça c'est dans le droit français, c'est autorisé, c'est une liberté qui est autorisée. Et donc, mais en même temps, je vis, j'ai vécu longtemps, j'ai travaillé en France. La France est un état de droit. Peut-être pas parfait, mais un état de droit. Si Kémy Séba a été arrêté